La valise en carton, l'Olympia. Voilà, la suite, vous la connaissez. L'affection du public m'a amené à l'Olympia en janvier 83. C'est au public que je dois tout. Et tant pis s'il y a encore des gens pour me traiter d'idole des bonnes. Je n'ai pas honte de ces femmes-là. Ce sont les bonnes qui m'ont permis de vivre quand personne d'autre ne voulait entendre parler de moi. J'ai longtemps gagné mon argent comme elles le font, et je n'oublie pas ce que j'ai été. Je n'ai pas changé simplement parce qu'aujourd'hui je gagne ma vie différemment. Je crois cependant que mon public s'est considérablement élargi et que ce ne sont plus seulement les femmes de ménage portugaises qui achètent mes disques et viennent me voir lorsque je chante quelque part. C'est d'ailleurs cela que je trouve formidable dans ce qui m'arrive. L'Olympia de 83, le premier que j'ai jamais fait puisque je ne me suis jamais passé en première partie de qui que ce soit, ce qui est très rare je crois, m'est arrivé comme une sorte de rêve. Il y a eu d'abord la venue de Jean-Michel Boris en province. Pascal Auria avait réussi à entraîner cet homme dont le rôle est d'établir les programmes de l'Olympia jusqu'à un gala que je donnais hors de Paris. Jean-Michel Boris est un homme charmant et c'est un grand découvreur de talent. Il y va partout où il se passe quelque chose, afin de ne pas rater un artiste qui est en passe de devenir important. Mais en général, il lui offre alors un passage en première partie, c'est-à-dire entre 3 et 7 chansons, afin de voir comment le public réagit. Je crois que Jean-Michel Boris, comme Pascal Auria quelque temps auparavant, a été surpris de voir le monde que je déplaçais. Et c'est vrai, j'ai toujours eu cette chance extraordinaire de chanter devant des salles pleines. Depuis que Pascal Auria s'occupait de moi, j'avais appris beaucoup de choses. Je savais instinctivement me déplacer sur une scène, mais c'était loin d'être parfait pour autant. Aujourd'hui encore, Pascal corrige chacune de mes erreurs. Il y aura toujours des corrections à apporter, c'est une évidence à admettre. Personne n'est parfait en naissant. Quand Jean-Michel Boris a vu que je faisais le plein partout où j'allais, ce sont des choses qui se savent très vite, car les organisateurs de galas se chargent de répandre le bruit d'un artiste qui ne marche pas bien et le laisse déficitaire. Il a été très emballé. C'est que je ne chantais pas devant 200 ou 500 personnes, mais devant des salles de 1500 à 5000 personnes. Il m'est arrivé même d'avoir 15 000 personnes devant moi. Il s'était laissé entraîner par Pascal Auria, qui lui avait fait comprendre que la petite portugaise risquait de l'étonner. Quand Pascal lui a téléphoné pour lui parler de moi, tout de suite il a dit oui. Il savait qui j'étais, il m'avait déjà entendu chanter. Je l'aime bien, et je suis sûre qu'il y a un public pour elle. C'est ainsi qu'il est venu. Inutile de vous dire que de savoir là, j'avais un trac décuplé. J'ai attendu la fin du gala avec une angoisse terrible, qui me nouait le ventre. Je me demandais ce qu'il pouvait penser de moi, et j'attendais son verdict comme un coup près. Et s'il avait jugé que je n'avais pas assez de talent pour mériter de passer à l'Olympia, il aurait pu. Mais il est entré, il m'a dit « c'est formidable ». J'ai parlé avec lui tout en ayant l'impression que la terre s'ouvrait sous mes pas et m'engloutissait. J'étais tellement heureuse, l'Olympia c'est la consécration dans une carrière, et il paraissait dire qu'il n'était pas impossible que j'y chante un jour prochain. Il a d'abord été question du mois de mai, mais ça n'a pas marché. J'étais à nouveau au 36e dessous, et pour vous montrer mes angoisses, je me persuadais que si Jean-Michel Boris changeait ses dates, c'est qu'en réalité il voulait faire traîner les choses et finalement tout annuler. Heureusement, il n'en a rien été. Nous avons signé pour une semaine en janvier 83. Et j'étais encore plus paniquée. Maintenant que tout était sûr, il s'agissait de ne pas rater mon coup et de laisser un bon souvenir. Chanter à Paris dans cette salle illustre me terrorisait. C'est que l'Olympia n'est pas une salle comme les autres, elle a une âme. Elle est habitée par tous les grands noms qui s'y sont succédés. Ma peur n'a fait que croître et multiplier lorsque Pascal Auriste a reçu un coup de fil de Jean-Michel Boris, lui demandant s'il était possible d'ajouter une semaine et donc de faire 15 jours. Il avait ouvert la location et cela marchait tellement bien qu'il était sûr que nous pouvions tenter du coup. Bien sûr, j'étais ravie, mais d'autres idées me trottaient dans la tête. Je demandais sans cesse à Pascal Auria « Est-ce que j'aurai la même loge que Dalida ?» J'avais été à applaudir Dalida, Nana Mouskouri, Serge Lama, Patrick Sébastien. Et ça me tracassait. Est-ce qu'on me ferait l'honneur de me donner la même loge qu'eux? Ils me semblaient être de si grandes vedettes par rapport à moi. Je voulais absolument savoir ça. Le jour de la première répétition dans les lieux, je suis arrivée très tôt à l'Olympia pour voir enfin ce qui allait être ma loge pendant 15 jours. J'y étais vers 15 heures de l'après-midi, je m'y suis installée. J'ai eu l'air qu'on y respire comme si mes prédécesseurs y avaient laissé un message de sympathie pour moi. J'ai regardé partout. J'avais un de ces tracs. Nous avons commencé à répéter. Heureusement, Mariti Carpentier était là pour me diriger sur cette immense scène. J'avais très peur parce que nous avions en réalité peu de temps pour répéter. Je peux bien l'avouer aujourd'hui, les gens ont cru que j'avais travaillé au moins 2 mois avant cette Olympia.
Mais je dois à la vérité de dire que je n'ai fait que prendre des cours de danse 2 fois par semaine pendant un mois, pour m'assouplir et répéter pendant 7 jours. Mon emploi du temps d'avant l'Olympia comportait trop de galas à faire en province pour que je puisse consacrer plus d'instants à mes répétitions, ce qui me donnait encore plus de motifs d'avoir peur. Le premier soir, lorsque je me suis installée dans ma loge, j'avais l'impression que mon père était à mes côtés. Il était partout. Dès que je me déplaçais, je sentais sa présence. Je tremblais, j'étais tellement impressionnée de le savoir là. Quand j'ai entendu la sonnette qui annonce qu'on va bientôt entrer en scène, l'habilleuse est venue pour m'aider à mettre ma robe. C'est Michel Freinet qui avait dessiné pour moi une robe noire avec un grand châle et une robe blanche pour la deuxième partie. Des robes très structurées et sobres, vraiment très belles. Cette sonnette me vrillait le crâne. Elle résonnait dans ma tête et à me rendre folle. C'est sans doute un effet provoqué par le trac, ça aussi. Dès que j'étais habillée, je suis montée sur scène car la mise en scène de Maritti Carpentier prévoyait que je sois déjà en place au milieu de mes musiciens et de mes choristes. Lorsque le rideau s'ouvrait, de là où j'étais, je voyais une espèce de point dans un coin du rideau. Ça faisait comme un trou noir et tout à coup j'ai cru voir le visage de mon père. C'est cette apparition qui m'a donné du courage, de la force. On aurait dit que ce n'était pas moi qui me trouvais là sur cette scène à laquelle j'avais tant rêvé. Pas moi qui chantais face à tous ces gens qui m'applaudissaient. C'est comme si quelqu'un était venu me dire « Tu vaincras ». Mais je le jure, j'ai vu la tête de mon père et son sourire. Mon Dieu, ce premier soir, le rideau s'est ouvert devant un trou béant que je sentais plein de monde, mais que je ne voyais pas à cause des projecteurs. Je me suis mise à chanter en tremblant comme une feuille. Je ne pouvais pas m'arrêter de trembler. C'était plus fort que moi. Rien ne raisonnait ma peur. Ma deuxième chanson, c'était l'étrangère. J'avais du mal à avancer. Mes jambes flageolaient. Finalement, tout s'est bien passé en première partie, pas de problème. Par contre, je mourais de peur à l'idée d'une certaine chanson que je devais chanter en deuxième partie. Toi, mon amour caché. Je pressentais que j'allais avoir des difficultés à pousser mes notes aiguës. J'étais sûre que je n'y arriverais jamais. C'est alors que sur scène, l'espace d'une seconde, j'ai aperçu mon père, le regard fixé sur moi. C'est allé très vite, mais j'ai lancé mes notes sans aucune hésitation. Il m'a aidé, et je dois vous dire qu'il m'aide souvent dans mon métier. Il est très important pour moi. Dès qu'il n'est pas là, toutes les catastrophes me tombent dessus. Mais heureusement, le plus souvent, il me rassure par sa présence. Je ne sais pas s'il a eu des remords en arrivant là-haut, en songeant ce que j'ai vécu étant plus jeune, et s'il a compris. Mais entre nous, le contact est établi, et je suis sûre que de là où il est, il me protège. Il a compris ma rage de vaincre, et tout ce que j'ai pu faire pendant des années pour essayer de lui plaire. Ça, j'en suis persuadée. C'est drôle tout de même, depuis que mon père est mort, nos rapports sont permanents et tendres, alors que de son vivant, nous ne nous connaissions presque pas. Je rêve souvent à lui et quand j'ai un gros problème, lorsque j'ai peur de quelque chose, lorsque je suis angoissée, je le retrouve dans mes rêves. Le lendemain, quand je me réveille, je trouve la clé de mes soucis. Je vous assure que c'est vrai. Et pourquoi croyez-vous que j'ai écrit des chansons, que j'ai composé des musiques, moi qui ne connaissais pas une note? Du jour au lendemain, sans l'avoir jamais fait auparavant, je me suis mise à traduire le portugais. Puis La fille qui pleurait. Pour la première chanson, je pourrais croire à un hasard, et puis elle me tenait tellement à cœur qu'il m'était facile de trouver les mots. Mais l'autre, je me rappelle que je me suis couchée en me demandant comment j'allais traduire la fille qui pleurait. Claude Carrère tenait à ce que j'enregistre en portugais. Je commençais à mieux connaître la langue française, mais tout de même j'avais du mal à transcrire certaines choses, parce qu'en parlant on prend de mauvaises habitudes de langage qu'on ne peut pas mettre dans une chanson. À 3 heures du matin, tout à coup j'ai ressenti un besoin irrépressible de me lever. J'ai pris un carnet, un stylo et j'ai écrit la chanson d'un trait. On aurait dit que quelqu'un me tenait la main et me faisait écrire. Je suis sûre que c'est lui qui m'a aidé, mais pourquoi a-t-il décidé de m'aider moi et pas mes sœurs? J'ai une de mes sœurs qui chante très bien, mais ne lui est rien arrivé de semblable. Mon autre sœur, celle qui est en France, elle aussi aurait pu réussir dans la chanson, parce que mon père chantait bien, ma mère aussi. Presque toute la famille, mais non. Il a accompagné ma carrière et n'a aidé personne d'autre. On me dit que pour réussir, il ne faut pas seulement bien chanter, mais aussi avoir la volonté d'arriver. C'est possible, c'est même sûrement vrai. Mais moi je crois beaucoup en ce visage qui m'apparaît. J'ai déjà raconté ce rêve qui me poursuit. Mon père entre chez moi, il me prend par le bras et il s'envole avec moi. J'ai demandé la signification de ce rêve. J'ai d'abord posé la question à une copine noire, femme de chambre, qui croyait elle aussi beaucoup au rêve. Pour elle, cela signifiait qu'il voulait m'emmener avec lui. Elle m'a fait peur, je me disais ce n'est pas possible. Mon père ne peut pas vouloir me séparer de mon fils. Il ne ferait jamais ça. Une autre personne à qui j'ai posé la question m'a expliqué que mon père voulait m'aider et que bientôt j'allais m'envoler. En fait, je ne sais toujours pas ce que veut dire mon rêve, pas de façon précise en tout cas. Oui, sans doute il a voulu m'aider à m'envoler professionnellement,
Mais un jour, j'ai fait la connaissance d'une dame qui s'appelle Mimi et qui m'a prédit beaucoup de choses, entre autres l'Olympia que j'ai fait. Quand je rêve et que je veux savoir ce que mon rêve signifie, je l'appelle chez elle et elle attend de me l'expliquer. Je crois très fort en tout ce qu'elle me dit. Ainsi, il n'y a pas très longtemps de cela, j'ai rêvé à du feu. Je voyais une vaste plaine, des maisons et tout autour plein de petits sapins. C'est là que le feu a pris. Il avançait partout à une vitesse folle et je me suis vue prenant mon fils dans mes bras et passant dans les flammes. De l'autre côté du brasier, j'ai eu l'impression d'arriver au ciel, comme sur un petit nuage blanc qui m'aurait attendu. C'était magnifique. J'ai toujours aimé rêver. Certains jours, lorsque j'étais triste, solitaire, dépaysée, je me couchais et je m'évadais par le rêve. Souvent, il m'arrive encore maintenant de me coucher tôt en me disant que je vais rêver. C'est mon meilleur délassement. Dans ces cas-là, je décroche le téléphone pour qu'on ne me réveille pas, pour qu'on ne brise pas mon rêve. Je rêve toujours beaucoup, encore maintenant, et chaque fois que je rêve, c'est de mon père en bonne santé, souriant, et le plus souvent, je me vois accrochée à lui. Pourquoi est-ce que je pense tant à lui? Mes sœurs n'en parlent pas, est-ce que ça leur arrive autant qu'à moi? Je n'en suis pas sûre. L'autre jour, j'étais au Portugal, et j'en ai parlé à ma mère, je vis tellement à travers mon père qu'il fallait que je lui dise. Elle n'a pas répondu. Elle pense peut-être qu'il a eu des remords vis-à-vis de moi. Il a peut-être été très dur avec moi, levé la main sur moi. Je ne lui en voulais pas alors. Il est arrivé que lorsqu'il s'en prenait un peu trop violemment à ma mère, lorsqu'il se mettait à la battre, j'ai pris la défense de celle-ci. Mais après, j'ai compris pourquoi il était ainsi. Parce qu'elle passait son temps à crier après nous, à être sans arrêt après nous. N'importe qui aurait fait la même chose que mon père pour avoir un peu de paix. Vous êtes capable d'entendre quelqu'un crier pendant 10 minutes sans broncher, mais arrive toujours un moment où vous ne pouvez pas en supporter davantage. A priori, mon père était un calme, mais il en a trop subi et c'est ce qui l'a rendu violent. Il n'avait pas eu d'enfants. S'il s'était marié très jeune, il avait eu 8 enfants très vite. Tout de même, mon premier Olympia ne me laisse pas que le souvenir de l'apparition de mon père. J'ai eu une première formidable. Beaucoup de gens du métier s'étaient dérangés pour me voir. C'était le 20 janvier. Michel Drucker et Dany Saval étaient dans la salle. Roger Krecher, le directeur des variétés de RTL, Hervé Villard. Pas mal d'artistes. J'étais très émue de les savoir tout cela. Heureusement que Jean-Michel Boris était derrière le rideau à la fin du spectacle, parce que moi je ne tenais plus sur mes jambes. J'ai éclaté en sanglots dans ses bras. Les gens dans la salle étaient debout et m'acclamaient. Ils ne voulaient plus partir. J'avais l'impression de vivre un rêve tout éveillé. Jean-Michel m'a rattrapée. J'allais tomber par terre. Je ne pouvais pas faire face à l'émotion immense qui s'était emparée de moi. Je pleurais, et Jean-Michel m'a poussée sur la scène pour que je revienne saluer. J'ai vu toute cette salle debout, j'ai reçu ces acclamations en plein cœur. C'était merveilleux et terrible tout à la fois. Mais au milieu de cette foule qui m'applaudissait, je ne voyais qu'une seule personne, qu'un seul visage, celui de mon fils qui était assis au premier rang. Nous nous sommes tendus les bras et sans que nous nous rendions vraiment compte de ce que nous faisions, il est monté sur scène, il s'est accroché à moi et nous avions sangloté dans les bras l'un de l'autre. Je ne l'ai pas vu, mais on me l'a dit. En nous regardant ainsi, une bonne partie de la salle avait la gorge serrée et des larmes dans les yeux. C'était un moment d'émotion très intense. Et puis ma mère était là. Je l'avais faite venir du Portugal. Je tenais à ce qu'elle enfin m'entende chanter. Je voulais qu'elle soit là pour ma première. Sa froideur, je veux croire qu'elle lui vient de la dureté de sa vie ou de son incapacité à exprimer ses sentiments profonds. À la fin du spectacle, elle n'a pas dit un mot, ni c'est bien, ni c'est mal, rien, seulement une phrase. J'ai chanté avec toi une chanson. C'est tout. C'est comme si elle ne réalisait pas ce qui venait de se passer sous ses yeux. Heureusement que mon fils était là. Dans la loge, il m'a dit « Tu as gagné !» J'ai lu dans ses yeux tout l'amour du monde. Je crois qu'il est très fier de sa mère, mais pas seulement parce que je suis célèbre aujourd'hui. Il a plutôt du respect pour tout ce que nous avons passé et parce que je nous ai sortis de cette vie qui s'annonçait si difficile. Je lui ai répondu que maintenant c'était à son tour de gagner. Nous faisons ce genre de petite compétition entre nous. J'avance dans mon métier et il gagne des points dans ses études. Cette espèce de concours nous amuse et nous sert d'aiguillon en même temps. Mais pour Jeannot, je ne suis pas Linda de Souza, la chanteuse, mais maman. J'ai découvert ainsi qu'il ne s'était pas vanté auprès de ses copains de classe d'être le fils de Linda de Souza. Ce n'est que lorsque je suis allée le chercher un jour qu'ils ont fait le rapprochement. Je suis comblée par le fils que j'ai. Auprès de lui, j'oublie tout le reste de la famille. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Le soir de ma première, si ma mère a chanté et applaudi sans pour autant me faire des compliments, ma sœur et mon beau-frère n'ont eu d'autre souci que d'être placés au premier rang. Et quand ils sont venus en coulisses à la fin du spectacle, ma sœur m'a seulement fait remarquer qu'elle était assise en arrière et que son mari avait failli s'en aller, tant s'il était en colère contre moi. Elle ne m'a pas parlé de rien d'autre. Les compliments des gens de métier m'ont mis beaucoup de baume au cœur. Quand des gens comme Henri Chapier vous serrent dans leurs bras avec des larmes au bord des yeux, ou quand quelqu'un comme Roger Krecher, qui pourtant en a vu d'autres, vous dit « Linda, tu nous as fait
Marcher. Tu nous as eus. On est récompensé pour tous les autres malheurs. J'entends encore ma sœur, celle qui se trouvait mal placée, se jeter sur Daniel Gilbert et lui dire « Il faut que vous reveniez à la télévision ». À moi, elle n'avait parlé ni de mes robes, ni de ma voix, ni du spectacle. Il y a des choses que l'on aimerait entendre de la bouche de sa sœur ou de sa mère. Les attentions et les compliments, mérités d'ailleurs, étaient pour d'autres. C'est bête de ma part d'être aussi sensible à des détails, mais puisque j'ai décidé de tout dire dans ce livre, pourquoi ne pas parler de ça aussi? J'ai un si grand besoin d'être aimé des miens, et si souvent des petites déceptions m'ont assombri le cœur, que je devrais me faire une raison, mais je n'y arrive pas toujours.